Donc, donc je disais que l'outsider ne doit pas inquiéter parce qu'il peut gagner. Donc la question, c'est de faire des gens présentables, présidentiables. Il faut que des candidats soient compétents. On ne peut pas mettre dans une liste que des gens qui sont dangereux et et voilà, parce qu'ils pourraient être élus. Alors, donc j'étais dans ce paragraphe qui concernait la victoire de l'outsider, le risque de l'outsider, et l'actualité électorale interpelle. Donc, c'était les années. La rédaction était faite en. J'ai oublié en quelle année j'ai écrit ce papier. C'était en 2020, je crois, en décembre 2020. Donc, l'actualité électorale interpelle avec l'Italie, le Brésil, la France, les États-Unis et la Tunisie, où les partis traditionnels ont échoué. Les victoires de Trump, Macron, Bolsonaro, Salvini, Saïd ont été des surprises plus ou moins extrêmes. L'appel des urnes ajouta les risques de rupture et de déstabilisation. La responsabilité ne tient pas à un choix du peuple, mais à la sélection des candidats. Si les vieilles démocraties ont tenu le risque, les jeunes démocraties deviennent imprévisibles. Si la victoire de l'outsider n'a pas fait sombrer les démocraties occidentales en raison de la solidité des États, quoique non impossible, entre parenthèses, les jeunes démocraties ont vécu leur bouleversement. La Tunisie offre le contre-exemple de mise en garde aux nations progressistes. Le modèle politique, inspiré de l'extérieur, a produit un désordre particulièrement interpellant d'incompétence à tous les niveaux du pouvoir des élus. Le peuple a choisi une pléiade de gens incompétents pour gouverner sa présidence républicaine, son Assemblée nationale, ses municipalités. Les élections de 2019 interpellent malgré la course des farfelus. 2 outsiders étaient passés au second tour. L'élection de Kais Saied a été... Bon voilà, je vais... les outsiders équivalents obtinrent 0,3, 0,2, Farfar 0,2, Heidi 0,2, Jaloula 0,2. Celui-ci obtient 18,42%. Il passa au second tour. La suite était logique face à un candidat emprisonné, accusé de corruption pour cause de transfert de fonds. Comment expliquer ce succès? Bon allez, je vous laisse lire, parce que ça c'est facile à lire, c'est un exemple politique de la Tunisie, mais ce qui compte, c'est surtout les leçons en point de vue théorie politique. Non, on n'est pas en train de parler des exemples personnels. Le pays s'est avéré en désorganisation, accentué par la révolution, l'absence d'autorité publique. Voilà. Et bon, c'est un long paragraphe. C'est un long paragraphe. Alors j'arrive au paragraphe l'inaptocratie. L'inaptocratie. Donc c'est la gouvernance des gens inaptes. Le monde observe la jeune démocratie avec sympathie, toujours par rapport à la Tunisie. Les bailleurs de fonds ont financé l'organisation d'élections aux dépens de la formation des compétences. Fallait-il aider la qualité de démocratie ou la qualité ou la compétence de gouvernance? Qu'est-ce qu'il faut payer? Je ne sais plus où je le dis à peu près, la bagnole ou le permis de conduire? C'est ça qu'il faut... Est-ce que je te donne une bonne bagnole ou je t'apprends à conduire? Vous me direz que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je vais me perdre un peu dans ce texte. Que craindre si les compétiteurs ne savent pas conduire? L'Union européenne paye à la belle bagnole aux dépens de la conduite. Voilà, c'est ça. L'organisation limpide aboutissait à l'élection d'un corps inapte. Le pays offre le contre-exemple d'un modèle à éviter, d'une coûteuse expérience inefficiente, authentique kakistocratie de pire pouvoir, composée par des représentants publics qui ignorent le rôle de leurs fonctions. Voilà. Et alors, ensuite, je règle les comptes personnels un peu. C'est pas que je règle des comptes, mais c'est du regret. J'ai l'inconvénient d'être inentendu. Entre 2011 et 2014, j'avais proposé plusieurs formations en gouvernance publique pour la compétence des cadres pour des formations
sur les principes de gestion des municipalités, l'aménagement du territoire, les stratégies de secteur pour le transport, la jeunesse, l'éducation, la culture. J'ai suspendu mon travail pour contribuer à la révolution tunisienne sans parvenir à faire aboutir à mes compétences malgré l'adhésion de tous mes interlocuteurs. Mes projets de formation ont eu l'approbation verbale du PNUD, de Feu Kaït Sepsi, de la coopération belge. Mais là encore, je me suis retrouvé face à une administration. On me demandait une demande officielle du gouvernement tunisien. Qu'est-ce que moi, citoyen, pouvait-il aboutir à ce que la Tunisie demande officiellement? On est d'accord pour une formation. C'est tout un métier que je ne connais pas. Et donc, je n'ai pas eu l'encadrement pour faire aboutir. Donc, j'ai perdu plusieurs années à essayer de vendre ma formation pour rien. Voilà, donc c'est une grande déception et je crois que c'est toujours utile de former les cadres. Vous formez un pilote d'avion, vous formez un pilote de bagnole, vous formez aussi un chef de famille, là aussi il est éduqué par des principes qu'il doit connaître. Mais un chef d'entreprise, il va à l'université, il apprend l'école, enfin, et c'est pareil. Quand on tient une municipalité, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va gérer. Il y a une compétence à avoir. Voilà. Donc, aucune demande officielle n'a concrétisé le désir de disponibilité de coopération. L'intérêt de mes interlocuteurs n'a pas abouti, à l'exception d'une conférence tenue à Midoun, dans laquelle il n'y avait qu'un seul cadre. Un seul cadre public était présent. J'ai eu beaucoup de participants privés, et pas de... Bon, je l'ai enregistré, hein. Ça c'est l'avantage. Elle est disponible sur Internet. Et alors voilà la conclusion, c'est là où je vous dis que j'aurais lu mes comptes. Les projets de formation en gouvernance s'avèrent sujets d'actualité en 2019, en dehors de ma consultation. Vous savez, moi je plaide entre 2011 et 2014 pour former à la gouvernance. Je n'ai pas eu d'écho. Et en 2019, on dit « Ah, ça c'est intéressant », on commence à prendre ces projets, mais on le fait sans ma consultation. Voilà, c'était des grosses déceptions. Alors, je parle encore de la Tunisie. En 2019, fut élu à la présidence un candidat inconnu, sans programme. Bon, allez, je ne vais pas lire tout ça parce que c'est assez long. Les élections législatives avaient de même désigné un grand nombre de députés sous-titrés, incompétents, inexpérimentés, indisposés. Quelques démons criards dénoncent les divergences idéologiques. Ils plaident devant un mauvais tribunal. Là, je parle de l'Assemblée nationale tunisienne, pour destituer leur collègue, président Ranouchi, candidat élu. L'Assemblée se saborde lorsqu'elle réclame la destitution du président pour des raisons imprécises. Les députés poursuivent des rixes personnelles sur les lieux du débat public. L'Assemblée nationale brouillonne de mégèreries comme une classe de chahuteurs, vilains saboteurs de la conduite collective. Les députés surenchérissent la révolution et la démocratie pour clamer la sincérité de leur foi et dénoncer les atteintes au peuple, sans négliger leur traitement de faveur pour se protéger de leurs excès. Or, ils ne travaillent pas, ils se disputent. Si les lois étaient caduques, ils ont été élus pour les adapter, non pour développer leur rixe familière, prenant le peuple à témoin. Le débat politique devient très régressif. Ce cirque de mauvais théâtre se déroule sous le visionnage en live de nos partenaires de la coopération, dans la transparence et l'humiliation. Les inaptocrates ignorent que la politique concerne l'action du présent. Pour le futur immédiat, les dénonciations ou règlements de compte concernent les tribunaux, pas le débat public. Tout autant, les élections municipales de 2019 ont porté des élus qui ignorent leurs fonctions, des réglementations en place jusqu'en 2011, voilà. Donc, la fin de l'article, l'exemple tunisien, évoquait en fait le désordre de l'Assemblée nationale. C'était vraiment lamentable, il n'y a pas d'autre mot. Lamentable, qui a abouti au 25 juillet, à la décision du 25 juillet de tout renverser. Et ça, c'est une autre forme de dictature, parce qu'on a renversé toutes les institutions, tous les tribunaux, tout a été refait à neuf, et il y a même un projet de constitution, et voilà, donc voilà.
Je vais en terminer là avec ce chapitre 17. Je rappelle, ça concernait la gouvernance. Peut-on établir une science de la bonne gouvernance? Il y a des éléments, il y a des recommandations intéressantes. On doit définir les critères qui font la bonne gouvernance, qui évaluent la bonne gouvernance, c'est-à-dire le mandat politique de 4 ans ou de 5 ans qui a été tenu par tel personnage. Et il faut l'évaluer non pas seulement sur le plan financier, bien sûr qu'il y a le côté comptable, mais il y a aussi le côté conjoncturel de l'histoire. Il y a des gens qui règlent par exemple des crises avec la négociation, et d'autres portent ces crises à la guerre, ou à la violence civile, ou à la colère sociale. Donc il y a un savoir, bon bien sûr, la propagande est utilisée parfois, mais je veux dire, c'est très difficile à identifier tous les critères de... Mais on doit quand même, quand on a eu une présidence d'un personnage, par exemple, on va juger le premier mandat Macron, par exemple, on peut dire qu'est-ce qu'il a fait de bien. On peut identifier ce qu'il a fait de bien. Et on peut identifier ce qu'il y a eu de mal. On peut évaluer la coopération africaine, où en est-elle? Notre relation avec l'Algérie, où en est-elle? Notre relation avec le monde arabe, où en est-elle? Notre relation avec les États-Unis. Et c'est tout ça qui vont nous permettre de voir là où on a foiré et là où ça a été positif. Par exemple, les relations avec la Chine se sont transformées, ou avec l'Inde. Ça se parle en chiffres, ça se parle. Et donc, on doit identifier tous les différents points de la gouvernance, et c'est ainsi qu'on peut évaluer un mandat. Voilà. Le prochain chapitre concerne les gouvernants. Je ne sais pas si on va voir. Enfin, j'en ai déjà parlé. Hein. Je ne sais pas si je devrais refaire une autre vidéo. Et puis, il y a surtout un chapitre qui est très important pour moi. Enfin, je pense, c'est la théorie du fondement cyclique. Le fondement cyclique de l'existentiel. C'est une idée très importante. Et peut-être que demain, je vous en parlerai. Allez, je vous remercie. Et je m'excuse d'utiliser Facebook parce que je suis très inconvenant. Je veux dire, je ne connais pas, mon matériel est très inadéquat. Donc j'utilise Facebook, je parle de manière spontanée. Et voilà, c'est juste pour porter un intérêt au sujet du livre qui devrait ouvrir à de nouveaux débats. Et mon but, c'est juste d'ouvrir l'appétit, et qu'à un autre moment, je peux faire une conférence ou donner des recommandations précises ou identifier beaucoup. Ce livre est une œuvre de vie, c'est vraiment une œuvre de vie. Et il y a des choses très utiles. Voilà. Allez, ciao, 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 ciao.